Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, vous êtes les bienvenus au sein de la faculté des sciences Mlelieh de Marrakech. Et cette capsule vidéo sera la première de cours de thermodynamique 1 pour les deux filières SMPC et SMIA pour le semestre S1. On va commencer notre cours par un chapitre sur les outils mathématiques qu'on va appeler chapitre 0. Allons-y. Dans ce chapitre, on va essayer de donner les outils mathématiques dont on aura besoin pour faire le cours de thermodynamique. Et pour ceci, on va commencer par les fonctions de plusieurs variables. Et avant de donner des notions sur ces fonctions, on va tout d'abord rappeler qu'une fonction mathématique, c'est une application d'un domaine D de R dans R, tel que f il est défini du domaine D de définition vers R. À la variable x, on lui fait correspondre y, tel que y égale f de x. Et lorsqu'on veut faire la représentation de cette fonction-là, dans le plan xy, alors on obtient une courbe. Dans le cas d'une fonction continue, voilà un exemple sur la figure 2. La figure 1, pardon. On rappelle aussi la définition de la dérivée d'une fonction. Alors, on définit la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Cette limite-là, quand elle existe, on l'appelle la dérivée de f. Et bien sûr au point x. Et on la note soit df sur dx, soit f' de x. Et dans ce cas, on écrit que cette dérivée-là, elle est égale à la limite qu'on vient de citer. Voilà, on a rappelé des propriétés d'une fonction d'une seule variable. Maintenant, si on a une fonction à plusieurs variables, et on va considérer le cas d'une fonction à deux variables. Pourquoi on va s'intéresser à cette fonction? Parce qu'en thermodynamique, on travaille en général avec des fonctions qui dépendent de deux variables. Donc, on peut définir une telle fonction comme étant une application d'un domaine D ou une partie D de R carré vers R, tel que à un couple de variables x, y, on lui fait correspondre z, tel que z il est égal à f en x, y. Et la représentation de cette fonction-là, ça donne une surface, comme indiqué sur la figure représentée ici. Donc voilà la définition d'une fonction à deux variables. Maintenant, on va passer à la notion de dérivée de la fonction à deux variables et on va s'intéresser ici aux dérivées partielles. Alors pour ceci, on va considérer une fonction de deux variables x et y et qui est dérivable par rapport à x et aussi par rapport à y. Alors qu'est-ce qu'on va faire au départ? On va fixer y. On va supposer y fixe et on va dériver f par rapport à x. C'est comme si on a une fonction à une seule variable puisqu'on a considéré y une constante. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la dérivée partielle qu'on va noter soit sous cette forme-là, c'est d rond f sur d rond x en considérant, regardez ici, l'indice qu'on met ici c'est y, c'est la variable y constante, où on note aussi f' de la fonction qui dépend de x et y, mais la variable ici notée comme indice, c'est la variable par rapport à laquelle on fait la dérivée. Maintenant, si on fixe x et on considère y la seule variable de f, on va dériver f par rapport à cette variable-là y, donc on obtient ce qu'on appelle la dérivée partielle de f par rapport à y, qu'on va noter d rond f sur d rond y en considérant x constante, où on note aussi c'est f' de xy, tel que la variable par rapport à laquelle on fait la dérivée, c'est y. Pour fixer les idées, on va essayer de prendre un exemple arbitraire de fonction quelconque qui dépend de deux variables. C'est la fonction qu'on a notée ici. C'est f de xy qui est égal à x carré plus 3xy plus sinus de y. Donc on a les deux variables x et y. Alors on va essayer de calculer la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc je vais noter ici. Donc d rond f sur d rond x en considérant
que y est une constante. On note plus df sur dx, mais on note des rangs f sur des rangs x à y constante. Donc ce qui est égal à des rangs sur des rangs x de quoi? De la fonction f qui est égale à x carré plus 3xy. Il ne me reste plus de place, donc je vais essayer de déplacer ici. Voilà. Donc plus sinus y. Puisqu'on a dit lorsqu'on fait la dérivée, ici on considère que y est une constante, alors pour nous, sinus y est une constante. Et aussi, le coefficient 3 fois y est constant. Donc lorsqu'on va faire la dérivée par rapport à x, je vais commencer par ce terme-là, c'est x carré. La dérivée de x carré, ce n'est que 2x. Maintenant, la dérivée du deuxième terme qui est 3xy, la seule variable c'est x. Donc c'est comme si j'ai un coefficient constant a fois x et je dérive, j'obtiens a. Donc ici le a, à la place de a, c'est 3y. Donc c'est 3y. Plus la dérivée de sinus y, qu'on a dit une constante, donc c'est plus 0. Donc voilà, qu'est-ce qu'on obtient pour la dérivée de f par rapport à x d'une manière partielle. Donc c'est la dérivée partielle, elle est égale à 2x plus 3y. On va essayer de faire la même chose pour la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc pour ceci, donc je vais essayer d'écrire. Voilà, donc la dérivée de f par rapport à y en considérant x constante. Donc c'est égal à la dérivée par rapport à y de quoi? De x carré plus 3xy et plus sinus y. Donc maintenant, la variable c'est y et tous les autres ce sont des constantes. Donc si je dérive x carré par rapport à y, donc ça donne 0 parce que x est une constante. Si je dérive 3xy, donc 3x c'est comme un coefficient constant, donc c'est plus ce coefficient là, donc c'est 3x. Et plus la dérivée de sinus y, c'est-à-dire c'est cosinus y. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la dérivée de f par rapport à y en considérant x constante, donc c'est 3x plus cosinus y. Et la dérivée de f par rapport à x d'une manière partielle, donc c'est 2x plus 3y. On voit bien ici que les dérivées partielles de f par rapport à x et par rapport à y donnent des fonctions qui dépendent de x et y. Donc voilà l'équation 1 donc, qui donne une fonction qu'on va noter. Donc celle-là, on va la noter, pardon. On va la noter ici, c'est g de x, y. Et cette fonction-là, on va la noter, c'est h de x, y. Et on va s'intéresser à ce qu'on appelle les dérivées secondes. Donc on a dit, on note g de x, y, là voilà. Et h de x, y, c'est égal à 3x plus cosinus y. Donc ces deux fonctions-là, on peut aussi les dériver. Par exemple, g, on peut la dériver par rapport à x. Et dans ce cas, donc on peut écrire que la dérivée de g par rapport à x, lorsqu'on considère y constante, donc des rangs g sur des rangs x, et puisque g, ce n'est que la dérivée de f par rapport à x, alors je peux écrire cette dérivée-là, donc le dérang que j'ai ici, le dérang que j'ai là, donc c'est celui-là, et je remplace g, donc le g c'est tout ça. Donc ça c'est la fonction g. La même chose, ici, la dérivée de h, donc dérang h sur dérang y en considérant x constant, donc je remplace le h, donc voilà ce dérang-là, dérang sur dérang y, donc je remplace le h par dérang f sur dérang y lorsque je considère x constante. Donc en dérivant la fonction g, donc voilà la fonction g c'est 2x plus 3y, lorsqu'on va la dériver par rapport à x, bien sûr on considère y constante, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura la dérivée de 2x, donc ça donne 2, et la dérivée de 3y, qui est une constante, ça donne 0. Donc on obtient ces deux. Et la dérivée de h par rapport à y, donc on va considérer 3x c'est une constante, donc sa dérivée ça donne 0. Et le cosinus y, ça donne moins sinus y, donc on obtient que la dérivée de h par rapport à y, lorsque x constante, c'est égal à moins sinus y. Donc ces dérivées-là, ce sont des dérivées secondes. Pourquoi? Parce qu'on dérive f deux fois. On dérive pour la première fois ici, par rapport à x, et après on dérive une deuxième fois. On les appelle les dérivées secondes. Et on les note lorsqu'on dérive deux fois f par rapport à x d'une manière partielle. Donc on la note, c'est dérang carré f sur dérang x carré. Remarquez ici que au carré ici, il est noté pour dérang. Et ici, il est noté pour x. La même chose, la dérivée seconde par rapport à y, donc il est noté dérang carré f
sur des rangs y carré. Puisque les fonctions g, h qu'on a définies ici, donc dépendent de x et y, on peut faire leur dérivée soit par rapport à x comme on a fait ici, et on a obtenu la dérivée seconde par rapport à x, et on peut aussi faire la dérivée de h par rapport à y, on a obtenu la dérivée seconde de f par rapport à y. On peut faire de même, mais cette fois-ci en dérivant g par rapport à y, et en dérivant h par rapport à x. Et dans ce cas, on obtient ce qu'on appelle les dérivées secondes mixtes. Alors pour ceci, on va écrire la dérivée de h par rapport à x, et on va remplacer h, puisque h, c'est la dérivée de f par rapport à y. Donc voilà, h, c'est ce qui est entre parenthèses. Donc on va noter, c'est d rond sur d rond x, de d rond f sur d rond y. Et c'est quoi la dérivée de h par rapport à x? Donc voilà, ici, on va dériver par rapport à x, cette fonction-là. On va la dériver par rapport à x, on considère y constante, donc ce terme-là, il va donner 0. Et ce terme-là, lorsqu'on va le dériver par rapport à x, il va donner 3, d'où la valeur de 3 obtenue ici. La même chose, on va essayer de dériver g d'une manière partielle par rapport à y. Et dans ce cas, ce qui est entre parenthèses, ce n'est que la dérivée ce n'est que g. Et ici, on va faire sa dérivée. Donc la dérivée de g par rapport à y, on va revenir ici. Donc voilà le g. On va le dériver par rapport à y. Donc ce terme-là, on le considère constant, donc ça va donner 0. Et ce terme-là, puisque c'est 3y, lorsqu'on va le dériver par rapport à y, ça donne 3. Donc voilà, on obtient aussi ces 3. Donc ces deux dérivés-là, ce sont des dérivés qu'on appelle des dérivés mixtes. Pourquoi? Parce qu'une fois, on dérive par rapport à y, et une deuxième fois, on dérive par rapport à x. Et on note ces dérivés mixtes sous la forme suivante. Donc ça, c'est la dérivée carrée, voilà, par rapport à x et par rapport à y. La même chose, la dérivée carrée de f par rapport à y, par rapport à x. Une fois, je commence par la dérivée par rapport à x, et une fois, je commence par la dérivée par rapport à y. Et si on remarque dans l'exemple traité, on remarque que les deux dérivées sont égales. La question qui se pose, est-ce que ce résultat, est-ce qu'il est toujours vrai? En physique, donc on peut répondre que la réponse est oui. Alors, si vous avez une fonction qui dépend de deux variables et vous voulez calculer sa dérivée mixte, vous pouvez commencer par la dérivée par rapport à x une fois, et la deuxième dérivée, c'est par rapport à y. Comme vous pouvez commencer par rapport à y, et puis par rapport à x, ça donnera la même chose pour la dérivée seconde mixte. Pour récapituler ce qu'on a dit sur la dérivée d'une fonction à plusieurs variables, lorsqu'on fait une dérivée partielle par rapport à une variable x, d'une fonction qui dépend soit de deux variables, soit de trois, soit plus que ça, alors toutes les autres variables, on les considère constantes, sauf le x. Donc ça revient au calcul d'une fonction d'une seule variable. Donc c'est comme si vous faites la dérivée d'une fonction qui dépend d'une seule et non pas de plusieurs variables. Donc maintenant, on va passer aux fonctions qu'on appelle les fonctions composées. Alors, on va prendre le cas d'une fonction phi de x qui s'écrit sous la forme f d'une nouvelle fonction u de x. Alors dans ce cas, la dérivée de phi par rapport à x, on peut l'écrire sous la forme, c'est la dérivée tout d'abord de f par rapport à u, fois la dérivée de u par rapport à x. Et si on veut généraliser ceci pour une fonction qui est composée de deux autres fonctions u et v, alors dans ce cas, la dérivée de phi par rapport à x d'une manière partielle, ça s'écrit comme étant la dérivée de f tout d'abord par rapport à u, fois la dérivée de u par rapport à x. Et plus d rond f sur d rond v, fois d rond v sur d rond x. La même chose par rapport à y, on peut écrire que d rond phi sur d rond y, c'est égal à d rond f sur d rond u, fois d rond u sur d rond y, et plus d rond f sur d rond v, plus d rond v sur d rond y. Et si on avait une autre fonction, on va l'écrire, c'est plus d rond f par rapport à cette fonction, fois la dérivée de cette fonction-là par rapport à y, et ainsi de suite. Maintenant, on passe à la notion de différentiel. Lorsqu'on a une fonction f qui dépend de deux variables x et y, et on fait changer le x de x vers x plus dx, donc ici on a changé x,
avec un infiniment petit qui est égal à dx. La même chose, on change y vers y plus dy, alors la fonction f va changer aussi, va varier. Et on écrit cette variation-là avec la notation df. Et on peut écrire que df, dans ce cas, elle est écrite comme étant la dérivée de f par rapport à x d'une manière partielle lorsque y est constant fois dx, plus d rond f sur d rond y lorsque x est constant fois dy. Alors, si on a cette écriture d'une variation de f élémentaire, donc on appelle une variation petite de f une différentielle, ou on appelle aussi une variation élémentaire. Cette différentielle, lorsqu'elle s'écrit sous la forme donnée, c'est-à-dire on a le coefficient fois dx, donc il est égal à la dérivée de f par rapport à x, et le coefficient multiplié par y, c'est la dérivée de f par rapport à y. Alors dans ce cas, cette différentielle, elle est appelée différentielle totale exacte, qu'on va noter en abréviation avec DTE, pour D pour différentiel, T pour total et E pour exact de la fonction f. Maintenant, on passe aux formes différentielles d'une manière générale et on considère la forme différentielle suivante, telle que petit delta W qui est égal à A fois dx plus B fois dy, avec A et B sont deux fonctions de x et y. Attention, il faut faire la différence entre la notation petit delta et la notation D qui suffit une variation pour une forme différentielle totale exacte et le D rond qui signifie une dérivée partielle. Donc cette forme différentielle de petit delta W n'est pas toujours une différentielle totale exacte. Donc lorsqu'on trouve une telle expression, on dit qu'on a une forme différentielle. Et maintenant, comment dire que cette forme différentielle est une différentielle totale exacte, c'est-à-dire DTE? Alors il faut vérifier le théorème de Schwartz et il faut écrire la dérivée de ce coefficient A multiplié par dx, il faut le dériver par rapport à y, comme ici. Et prendre le coefficient B et le dériver par rapport à x. Donc, le coefficient B, on le dérive par rapport à x, et le coefficient A, on le dérive par rapport à y. On dit, on a des dérivées croisées. Donc, si ces deux dérivées-là sont égales, alors la différentielle delta W, petit delta W, est une différentielle totale exacte. Et donc, on peut la noter avec la notation D de W. Et comme on a dit dans la diapositive précédente, lorsqu'on a une différentielle totale exacte, alors le coefficient A n'est que la dérivée partielle de W par rapport à x, parce que A il est multiplié par x, et B qui est multiplié par dy, ce n'est que la dérivée partielle de W par rapport à y en considérant x constante. Voilà comment faire pour dire est-ce qu'une différentielle est une différentielle totale exacte ou non, en calculant les dérivées croisées de A et B et de voir s'ils sont égales ou non. Maintenant, on va essayer de donner un théorème. Bien sûr, on donne le théorème sans démonstration. On s'intéresse ici à des outils mathématiques pour la physique. Et on n'est pas en train de faire des mathématiques. Donc, lorsqu'on a une différentielle qui s'écrit, une forme différentielle qui s'écrit sous cette forme-là et qui est égale à 0, alors on peut déduire que A, il est nul et B, il est nul, et quel que soit dx et dy. Voilà, c'est tout pour cette capsule d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.